Bienvenue sur l'âme du conte africain. À Abidjan, la route ne dort jamais, jamais. Elle avale les gens le matin et les recrache le soir, fatigués, couverts de poussière, mais toujours debout. Dans cette ville qui vibre, on apprend très tôt une règle silencieuse. Si tu n'es pas solide, la vie te plie comme un simple sachet d'eau. Yao, lui, a 23 ans. Il n'est ni un bandit, ni un ange. Il est quelque part entre les deux. Il est receveur de Djibaka. Vous savez, celui qui crie les destinations à plein poumon, qui tape sur la carrosserie pour signaler le départ, qui rassemble les passagers et qui compte les billets pendant que la ville secoue le véhicule comme une mer déchaînée. Son uniforme n'existe pas. Sa carte de visite, c'est sa voix rauque. Chaque matin, il arrive avant même que le soleil ne soit vraiment chaud. La gare routière, c'est tout un univers. Ça sent l'essence, la poussière et surtout l'impatience. Les corps se frôlent, les regards se méfient, les sacs sont serrés contre la poitrine. C'est la jungle urbaine. Yao, il connaît les gens, mais pas par leur nom. Il les connaît par leurs gestes. Il y a ceux qui discutent le prix comme si le monde entier leur devait quelque chose. Il y a ces femmes qui tendent un billet froissé avec une fatigue immense dans les yeux, une fatigue qui raconte toute une vie. Il y a ceux qui montent en parlant fort au téléphone, tout fiers, et qui, une fois assis, veulent payer leur transport comme un enfant qui achète un bonbon. Et puis, bien sûr, il y a les contrôles, les fameux petits arrêts qui ne sont jamais petits. Ces moments où on te rappelle que sur la route, la loi se mélange très souvent à la fin. Mais ce qui fatigue Yao bien plus que la route, c'est la maison, quand on rentre les poches vides. Chez lui, il n'y a pas de salon brillant, pas de meubles luxueux. Il y a une seule pièce, un ventilateur, qui lutte désespérément contre la chaleur étouffante, et une mère qui lutte contre son propre corps. Binta, sa mère, a 48 ans. Elle est fière, droite, une vraie battante. Elle a porté la maison sur sa tête pendant que la présence du père s'effaçait doucement, comme une vieille photo laissée trop longtemps au soleil. Depuis quelques mois, Binta tousse, de plus en plus souvent. Elle dit toujours « ce n'est rien ». Mais ses yeux, eux, disent autre chose. Ils crient « c'est quelque chose de grave ». Le soir, quand Yao rentre, sa mère ne lui demande pas d'abord l'argent. Elle lui demande « tu as mangé ?» Et cette simple question, elle fait plus mal qu'une insulte. Parce que elle contient tout à la fois, elle, amour inconditionnel, D, une mère, et la honte, D, un fils qui se sent impuissant. Les médicaments coûtent cher. Les rendez-vous à l'hôpital coûtent cher. À Abidjan, même respirer semble coûter cher. Alors, sur la route, Yao a commencé à arrondir le quotidien. Une petite pièce qu'on oublie de rendre par-ci. Un billet qu'on ne déclare pas au chauffeur par là. Un passager un peu trop pressé qu'on bouscule pour gagner quelques francs. Rien de grand, se dit-il, c'est juste pour survivre. Et à chaque fois qu'il glisse ce surplus dans sa poche, la même excuse résonne dans sa tête. C'est pour maman, c'est pour ses médicaments. Ce matin-là, le ciel est lourd, menaçant. La pluie est sur le point de tomber et ça rend la gare encore plus nerveuse que d'habitude. Les gens sont tendus. Yao monte dans le kbaka, le cœur serré. Il commence à compter les billets avec des doigts rapides, agiles, comme si la vitesse pouvait, par magie, fabriquer la chance dont il a tant besoin. Il ne le sait pas encore, mais aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres. Il ne sait pas que Bloomf, un simple petit ticket de transport, va bientôt lui faire plus peur que un contrôle de police. Il ne sait pas qu'une petite fille, avec un sac d'école bien trop grand pour son dos fragile, va le regarder. Mais pas n'importe comment. Elle va le regarder comme on regarde un adulte, pour lui rappeler qu'il est encore humain. Dans le Djibaka, les corps sont collés. La chaleur mélange les odeurs, les prières et l'impatience. Chaque arrêt est une négociation. Chaque billet est une preuve qu'on a encore une place dans la journée. Yao se tient debout, accroché, et son regard scanne les mains. Mains ouvertes, mains fermées, mains qui tremblent, mains qui cachent. À un arrêt, une petite fille monte, 10 ans environ. Elle porte un uniforme trop grand et un sac qui pèse comme un secret. Ses chaussures sont propres, mais fatiguées.
Else assoit au bord et serre quelque chose dans sa paume. Un ticket froissé et quelques pièces. Quand vient le moment de payer, elle tend l'argent lentement, comme si elle avait peur que quelqu'un lui arrache le peu qu'elle a. Yo prend les pièces, compte vite et comprend immédiatement. Il manque un petit montant, pas grand-chose. Mais sur la route, pas grand-chose est souvent l'étincelle des humiliations. La fille baisse les yeux. Elle cherche encore dans sa poche, dans son sac, dans l'air. Elle murmure qu'elle va compléter à l'arrêt suivant. Elle n'a pas l'assurance des adultes qui mentent. Elle a l'inquiétude des enfants qui disent vrai, mais qui ne savent pas se défendre. Autour, quelques passagers soupirent. Quelqu'un chuchote « Les enfants d'aujourd'hui ». Un autre « Laisse-la ». La ville, même dans un gbaka, a toujours un jury. Yao hésite. Il a appris à être dur. La route durcit les gens, comme le soleil durcit le ciment. Il pourrait la faire descendre. Il pourrait la presser. Il pourrait prendre ce qui manque sur quelqu'un d'autre, comme certains le font. Il pourrait aussi détourner les yeux. Mais le regard de l'enfant remonte, et ce regard n'est pas un regard de défi, c'est un regard de demande, comme si elle disait sans parler « S'il te plaît, ne me fais pas honte ». Yao pense à sa mère, il pense à sa toux, il pense aux médicaments, il pense à l'argent qu'il manque souvent, au monde qui ne fait pas de cadeaux. Et pourtant, quelque chose en lui se fissure. Pas une grande bonté, juste une fatigue morale. Il accepte la petite perte cette fois. Il prend le ticket froissé et au lieu de l'écraser, il le lisse du bout des doigts, comme s'il l'avait respecté. Le reste du trajet, il l'observe. La fille ne rit pas, ne joue pas. Elle tient son sac comme on tient une vie. Elle regarde par la fenêtre les panneaux, les motos, les vendeurs, les bouchons, et elle serre son ticket comme si ce ticket était la clé d'un avenir. Quand le jibaka passe près d'une école, la cloche sonne au loin et la petite fille se redresse. Yo comprend. Cet enfant se bat pour être à l'heure comme on se bat pour exister. À la descente, elle se tourne vers lui et elle murmure un merci presque inaudible. Pas un merci de politesse, un merci de soulagement. Et Yao reste là, avec ce ticket dans la main, comme si ce papier avait soudain le poids d'un miroir. Parce qu'il se demande depuis quand la route lui a appris à oublier les enfants, depuis quand survivre est devenu une excuse pour écraser plus petit que soi. La gare n'est pas seulement un lieu où l'on prend un jibaka, c'est un royaume avec ses règles, ses chefs et ses taxes invisibles. Oncle Mori, le chef de gare, n'a pas besoin de crier, son pouvoir parle pour lui. Il se tient là, au bord de la route, et il observe. Quand un véhicule se remplit vite, il sourit. Quand il se remplit lentement, il accuse. Et quand un receveur s'en sort trop bien, il réclame sa part. Yao le connaît, tout le monde le connaît. Oncle Mori ne vole pas officiellement. Il demande juste de saluer. Un billet ici, un billet là. Il appelle ça respect. Il appelle ça tradition. Mais tout le monde sait que c'est la fin habillée en autorité. Ce jour-là, Mori fait signe à Yao. Il ne le traite pas comme un fils. Il le traite comme un robinet. « Aujourd'hui, vous avez bien travaillé, » dit-il, et sa main s'ouvre doucement, comme une bouche qui attend. Yao donne, parce qu'il faut donner. Sinon, demain, on te bloque. Sinon, on te fatigue. Sinon, on te fait perdre ta journée. Dans ce système, l'injustice n'a même pas besoin d'être violente. Elle est simplement organisée. Yao sent la colère monter, mais il l'avale. La route apprend à avaler. Et plus on avale, plus on devient amer. Le soir, il rentre. Dans la maison, la toux de sa mère remplit le silence. Pinta ne se plaint pas. Elle refuse l'humiliation. Elle refuse même parfois l'aide des voisins. Elle dit « Je préfère souffrir que mendier ». Elle parle comme ça, et Yao se sent petit, parce qu'il sait que son argent, parfois, n'est pas propre. Il sait qu'il arrange la fin avec des billets tordus. Il sait qu'il devient ce qu'elle n'a jamais voulu. Sur la table, il y a des médicaments à moitié finis. Il y a aussi un verre d'eau. Pinta boit lentement, comme si l'eau devait convaincre son corps de rester. Yao regarde sa mère et se demande combien de jours il lui reste à tenir sans la trahir moralement. Parce que le vrai drame n'est pas seulement la maladie,
Le vrai drame, c'est ce que la maladie pousse les gens à devenir. Dans la nuit, Yao repense à la petite fille et à son ticket froissé. Il repense au merci discret, à l'école au loin, à la cloche. Et il pense à oncle Maury, à la main ouverte, à l'enveloppe. Il voit deux mondes, celui qui vole, elle loue l'avenir, et celui qui se bat pour elle, atteindre. Entre les deux, il y a lui, Yao, un jeune homme coincé entre la route et la conscience. Il ne le sait pas encore, mais bientôt, ce ticket froissé va revenir. Et quand il reviendra, il ne demandera pas un petit geste, il demandera un choix. La route a une façon étrange de recroiser les vies. On croit qu'un visage rencontré dans un guibaka disparaît dans la foule. Mais la ville, parfois, insiste. Quelques jours plus tard, Yao voit à nouveau la petite fille, même uniforme trop grand, même sac trop lourd, même sérieux sur le visage. Ce jour-là, il pleut. Une pluie fine, mais têtue. Les passagers montent rapidement, agacés, mouillés, pressés. À l'arrêt, la petite fille glisse en montant. Son sac tombe, des cahiers s'ouvrent comme des oiseaux blessés, et des feuilles se dispersent. Les gens soupirent, certains rient, d'autres s'énervent parce que ça retarde. La ville peut être cruelle quand elle est pressée. Yao descend un pied, se penche, ramasse. Il ramasse des feuilles trempées, des crayons, un cahier où l'écriture est soignée. Sur une page, on voit un titre de devoir, mais pas assez lisible pour être du texte à l'écran. Juste l'idée d'un travail important. La petite fille, Aïssa, tremble. Pas de froid, de honte, comme si tomber devant les gens était une faute. Yao lui tend ses cahiers, sans commentaire. Il lui dit seulement de s'asseoir, et il voit quelque chose. Aïssa ne remercie pas immédiatement. Elle serre le cahier contre elle comme si elle venait de sauver une partie d'elle-même. Puis, elle relève les yeux. Dans ses yeux, il n'y a pas seulement la gratitude. Il y a une détermination triste, la détermination de ceux qui n'ont pas le droit d'échouer. Pendant le trajet, Yao apprend, sans question directe, quelques fragments. Aïssa vit avec sa grand-mère. Sa mère est partie depuis longtemps. Son père n'est pas là. L'école, c'est sa chance. Elle veut devenir quelqu'un pour que sa grand-mère arrête de souffrir. Elle dit ça sans le dire, avec ses gestes, avec sa manière de tenir son cahier. Yo écoute et sent une douleur lui mordre le ventre, parce qu'il se reconnaît, parce que il reconnaît cette fatigue d'enfant qui n'a pas eu le temps d'être enfant, et surtout parce qu'il comprend. Aïssa est en train de se sauver par l'école, pendant que lui, Yao, se détruit doucement en cherchant l'argent vite. Quand Aïssa descend, elle laisse tomber quelque chose, un ticket, le même ticket froissé, ou un nouveau, mais toujours froissé. Yao le ramasse, il le garde, il ne sait pas pourquoi, il le garde comme on garde une preuve, comme si ce papier, ridicule, était devenu un symbole, celui d'une vie propre qui lutte dans une ville sale. Et ce soir-là, quand il rentre, il trouve sa mère plus faible, la toux est plus profonde, le regard est plus loin. Yao serre le ticket dans sa main, et il comprend que la vie est en train de amener exactement là où il ne voulait pas aller, au moment où on doit choisir entre urgence et la dignité. Il y a des jours où la route décide de te rappeler qui commande. Ce jour-là, un gros contrôle bloque plusieurs véhicules. Sirène au loin, gestes autoritaires, regard qui fuit. Les passagers se taisent, comme si le silence pouvait les protéger. Certains sortent déjà des billets sans qu'on demande, parce qu'ils savent. Dans cette ville, on apprend vite la différence entre la loi et la réalité. Yo est debout, billet en main, et il sent son cœur frapper. Pas parce qu'il transporte quelque chose d'illégal dans les poches, mais parce qu'il sait que la route, peut te fabriquer un problème sans raison. Le policier parle fort, il demande les papiers, il regarde les visages, il fait durer. Chaque seconde est une menace. Kader, le chauffeur, fait signe à Yao, arrange. C'est le mot, arrange. Comme si l'injustice était un meuble qu'on déplace. Yao sort un billet, il s'approche, le policier regarde le billet, puis le regarde lui, comme si le billet était un test de soumission. Il en veut plus, toujours plus.
Dans le Guébaka, Aïssa est là. Elle observe. Elle ne comprend pas tout, mais elle voit l'humiliation. Elle voit les adultes courber le dos. Elle voit comment la force prend ce qui n'est pas à elle. Et ce regard d'enfant, encore une fois, frappe Yao, parce qu'il se demande quel monde on fabrique devant ses enfants, quel exemple on leur donne, quel avenir on leur vole sans même s'en rendre compte. Le contrôle s'éternise, les passagers commencent à murmurer, on accuse le receveur, on accuse le chauffeur, personne n'ose accuser le système, parce que le système a des uniformes, et les uniformes font peur. Finalement, le Gbaka est relâché, mais Yao a perdu une partie de la recette dans la main un homme qui haine à rien donner. Il a aussi perdu une partie de lui-même, parce qu'il a accepté, parce qu'il a payé, parce qu'il n'a pas eu le choix. Ou plutôt, parce qu'on lui a appris qu'il n'avait pas le choix. Sur la route, les gens reprennent leur souffle. Certains rient nerveusement, d'autres insultent la vie. Aïssa serre son sac. Yao, lui, serre les dents. Il pense à sa mère, il pense aux médicaments, il pense à l'argent qui part dans les poches des autres. Et il se dit, si je continue comme ça, je vais finir par faire quelque chose de pire, juste pour compenser. La route l'a relâché, mais elle lui a laissé un message. Aujourd'hui, tu as payé. Demain, tu paieras encore, à moins que tu changes les règles. Et changer les règles, dans la vraie vie, ça coûte parfois plus cher que l'argent. Cette nuit-là, la maison est chaude et triste. Le ventilateur tourne, mais l'air ne bouge pas. La toux de Binta secoue le silence. Yao regarde les médicaments presque finis. Il regarde l'argent qu'il a. Pas assez. Jamais assez. Le docteur a demandé un examen. La pharmacie a demandé de l'argent. Le corps de sa mère demande du temps, mais le temps ne se vend pas au marché. Binta, malgré sa fatigue, refuse de se montrer faible. Elle dit que ça ira. Elle dit que Dieu fera. Mais ses yeux ne mentent pas. Et Yao, devant ses yeux, sent une colère contre le monde. Parce que dans cette ville, une mère peut mourir non pas parce que la maladie est forte, mais parce que l'argent manque. Alors, la tentation revient, plus forte. Oncle Mori, le chef de gare, voit la faiblesse comme une opportunité. Il propose une solution. Pas une solution propre, une combine, un arrangement, une façon de rattraper ce que les contrôles prennent. Yao comprend vite. C'est de l'argent qui ne vient pas du travail honnête. C'est de l'argent qu'on arrache à d'autres. C'est de l'argent qui déplace la souffrance au lieu de la guérir. Yao hésite. Il pense à Aïssa. Il pense à son ticket. Il pense au regard de l'enfant. Puis il pense à la toux de sa mère, au visage pâle, au verre d'eau. Et l'urgence gagne. Il accepte. Pas par méchanceté, par peur, par fatigue, par amour mal orienté. Le lendemain, sur la route, il met en place la combine. Il arrondit plus, il presse plus, il oublie de rendre plus. Il se raconte que c'est temporaire, il se raconte que c'est pour sauver sa mère. Mais au fond, il sait, ce n'est pas seulement temporaire, c'est une pente. Et les pentes, quand tu les descends, te donnent toujours l'impression que c'est facile, jusqu'au moment où tu ne peux plus remonter. La ville, elle, ne juge pas. Elle constate. La route continue. Les passagers continuent. Les contrôles continuent. Et Yao devient plus dur parce que la dureté protège du remords. Plus il se durcit, moins il sent. Moins il sent, plus il fait. Mais un soir, en comptant l'argent, il tombe sur un ticket froissé resté dans sa poche. Le ticket d'Aïssa. Il le regarde longtemps. Et ce petit papier lui fait plus mal qu'une facture, parce qu'il lui rappelle que quelque part, un enfant se bat pour un avenir propre, pendant que lui, Yao, salit le sien pour un présent urgent. Et c'est à ce moment-là que la vie décide de frapper, non pas pour punir, pour réveiller. La route n'est pas seulement dure, elle est imprévisible. Un jour, elle te laisse faire tes petites mauvaises actions tranquillement. Le lendemain, elle te met face aux conséquences. Ce jour-là, il pleut. La pluie rend les freins plus longs, les virages plus traîtres, les esprits plus nerveux. Le Gbaka roule vite pour rattraper le temps, comme si l'on pouvait rattraper la vie. Dans le véhicule, les passagers se tiennent comme ils peuvent. Les corps bougent au rythme des trous. Les mains s'accrochent. Aïssa est là, encore. Toujours ce sac, toujours ce sérieux. À un moment,
un freinage brusque. Rien de spectaculaire, mais assez pour créer un chaos. Des sacs tombent. Quelqu'un crie. Aïssa glisse et tombe sur le sol. Elle se relève vite, mais son genou la fait souffrir. Elle serre les dents. Elle ne veut pas pleurer. Elle ne veut pas attirer les regards. Yao voit la scène et son cœur se serre. Il descend, il aide, il fait asseoir l'enfant. Il demande si ça va. Le chauffeur s'impatiente. Les passagers s'énervent. On est en retard. C'est rien. Voilà ce que la ville dit souvent. C'est rien. Jusqu'au jour où rien devient trop. Aïssa tremble. Pas seulement de douleur, de peur. Elle dit qu'elle doit aller à l'école. Elle dit qu'elle a une évaluation. Elle dit qu'elle ne peut pas rater. Et là, dans cette phrase, Yao entend sa propre jeunesse. Il entend son propre désir de sauver sa mère. Il entend cette urgence qui écrase la dignité. Yao prend une décision. Il sort un peu d'argent. Il paie un petit taxi pour Aïssa. Il lui donne aussi le ticket froissé qu'il avait gardé, comme une preuve qu'il n'a pas complètement oublié. Aïssa le regarde, confuse. Elle ne comprend pas pourquoi cet homme de la route, souvent dur, devient soudain doux. Yao ne parle pas beaucoup, il n'a pas de grands mots, il a juste un geste, parce que parfois, un geste est plus lourd qu'un discours. Quand le taxi part, Yao reste sous la pluie, mouillé, immobile. Les passagers crient, le chauffeur le presse, mais Yao, pendant une seconde, ne bouge pas, parce qu'il vient de sentir quelque chose qu'il avait oublié. La honte, utile, la honte qui te rappelle que tu es encore capable de bien. Ce soir-là, il rentre chez lui trempé, sa mère tousse, les médicaments sont là, l'argent sale est là aussi. Mais Yao n'arrive plus à le regarder de la même façon, parce que l'image d'Aïssa, sur le sol, tremblante, lui a montré une vérité. On ne peut pas sauver une personne en cassant une autre, même si on ne le voit pas tout de suite. Il y a un moment où l'on se fatigue de mentir à sa propre conscience. Yao arrive à ce moment-là. Après l'accident, après le regard d'Aïssa, après la pluie, il comprend qu'il est sur un fil entre elle, homme, Q. Il voulait être, et elle, homme que la route fabrique. Il retourne à la gare. Oncle Maury l'attend. Maury n'aime pas les gens qui changent, parce que ceux qui changent deviennent dangereux pour le système. Yao refuse de continuer la combine. Il refuse de donner plus. Il refuse de saluer, comme avant. Il ne crie pas. Il ne fait pas un discours. Il refuse, simplement. Et dans un endroit où tout le monde dit oui, un non est une explosion silencieuse. La conséquence est immédiate. On le bloque. On le fait attendre. On lui donne les pires trajets. On l'humilie sans le toucher. La gare sait punir sans faire de bruit. Les autres receveurs regardent et détournent les yeux parce qu'ils ont peur d'être les prochains. Le système isole toujours ceux qui tentent d'être propres. Yao perd de l'argent, il rentre avec moins, il rentre avec presque rien. Et à la maison, l'atout de sa mère continue. L'examen est toujours à payer, les médicaments sont toujours chers, la faim ne respecte pas la morale. C'est ça qui rend la bonté difficile, elle ne fait pas disparaître les problèmes. Pinta voit son fils revenir tard, abîmé de l'intérieur. Elle comprend qu'il se passe quelque chose. Elle ne pose pas 1000 questions. Elle pose une seule. Tu as fait quoi pour avoir ce visage-là ? La question n'accuse pas. Elle ouvre une porte. Yao hésite. Puis, il dit une vérité, sans détail inutile. Il a fait des choses sur la route, des choses pas propres, pas pour être riche, pour survivre, pour acheter les médicaments, pour protéger la maison. Et maintenant, il veut arrêter. Mais arrêter le sale, c'est accepter de souffrir propre, et il ne sait pas si la maison peut supporter ça. Pinta l'écoute. Elle ferme les yeux. Une larme tombe. Pas de colère, de tristesse. Et elle dit une phrase simple. Elle préfère mourir pauvre que voir son fils devenir sale. La phrase frappe Yao comme une gifle douce. Parce que c'est ça, l'amour d'une mère. Parfois, elle choisit l'honneur plutôt que la survie. Cette nuit-là, Yao ne dort pas. Il entend la pluie, il entend la route, il entend la ville. Et il comprend qu'il a peut-être choisi le bon chemin. Mais que le bon chemin va lui demander un prix. Le problème, c'est qu'il n'a plus de réserve, plus de temps, et que sa mère tousse encore. Sous le poids écrasant de la ville,
Yao traînait son désespoir. Chaque porte semblait se fermer devant lui. Chaque espoir se transformait en cendre. C'est dans ce brouillard de tristesse qu'une petite lumière est apparue. Aïssa, une jeune fille au sourire éclatant, l'a reconnue. « C'est vous, n'est-ce pas ? Celui qui m'a aidé quand j'ai perdu mon chemin. » À ses côtés, sa grand-mère tenait un petit paquet. « C'est peu de choses, mais c'est pour vous remercier. Votre gentillesse n'a pas été oubliée. » Dans le paquet, un repas chaud et un simple ticket de transport. Mais pour Yao, c'était bien plus. C'était un symbole, un rappel qu'une bonne action, même petite, peut revenir vers vous quand vous vous y attendez le moins. Ce simple geste a tout changé. Yao a réalisé que l'argent facile n'était qu'une illusion. Le lendemain, il a accepté un travail de nettoyage dans les rues. C'était dur, épuisant, mais c'était honnête. Chaque coup de balai était un pas vers la rédemption. Chaque goutte de sueur lavait ses regrets passés. Sa mère, Binta, l'a vu rentrer, fatiguée, mais le regard différent, plus apaisé. « Je suis fière de toi, mon fils », a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. Elle a vu le changement, pas seulement dans ses mains calleuses, mais dans son âme. Yao a enfin compris. Le véritable trésor n'est pas dans les poches, mais dans le cœur. C'est la solidarité, l'entraide, la fierté d'un travail bien fait. Ce ticket qu'Aïssa lui a donné, il ne l'a pas utilisé. Il l'a gardé comme un talisman, la preuve qu'il avait choisi la bonne voie. Il savait que le chemin serait encore long, qu'une dernière épreuve l'attendait. Mais cette fois, il n'était plus seul. Il était armé de courage et de l'espoir que lui avait offert une simple rencontre. Les systèmes ont un orgueil. Ils n'aiment pas qu'un petit dise non. Oncle Maury le sait. Il observe Yao, il attend un faux pas, il veut prouver que l'honnêteté est une naïveté. Un matin, il fait courir une rumeur. Il tente de faire porter à Yao une faute collective, une somme manquante, une accusation facile. Sur la route, on accuse toujours quelqu'un. C'est plus simple que d'accuser le système. Yo se retrouve au milieu des regards. Certains le défendent en silence, d'autres l'accusent pour se protéger. Oncle Maury parle fort, il veut que la honte colle à Yao. Mais cette fois, Yao n'a plus la même peur. Il a peur, oui, mais il n'a plus la peur qui fait mentir. Il a la peur qui fait tenir. Il ne se bat pas, il ne crie pas, il dit la vérité. Il a fait des erreurs avant, mais il a arrêté. Et s'il doit payer un prix aujourd'hui, il le paiera debout. Ce calme surprend, parce que la vérité, quand elle est dite sans théâtre, fait trembler les mensonges autour. Au final, Yao perd la gare, on le met de côté, il ne travaille plus là-bas. Oncle Maury croit avoir gagné. Mais Yao, en rentrant, sent une chose étrange. Une paix triste, mais une paix. La paix de quelqu'un qui a arrêté de se vendre. À la maison, Binta est assise. Son souffle est toujours fragile. La maladie n'a pas disparu comme par magie. C'est doux amer. Mais elle voit son fils, et elle voit son regard. Elle comprend qu'il a choisi le chemin long. Elle pose sa main sur la sienne. Elle ne fait pas un grand discours. Elle dit seulement qu'elle est fière. Et ce mot, dans une maison pauvre, est une richesse. Le lendemain, Yao se lève tôt. Il n'a plus de gbaka. Il n'a plus la route comme emploi. Mais il a sa dignité comme direction. Il continue les petits travaux. Il continue d'aider. Il continue de chercher. Et un jour, il croise Aïssa en uniforme, plus droite, plus confiante. Elle lui fait un signe simple, un signe qui dit « Tu as tenu ». La morale de cette histoire n'est pas que l'honnêteté rend riche. Non, la morale, c'est que l'honnêteté te rend respirable. L'argent sale nourrit vite, mais il affame l'âme. Et quand tu as perdu ton âme, même un grand billet ne peut pas te la rendre. Si tu vis dans une ville qui te pousse à te salir pour survivre, rappelle-toi ceci. Le courage, ce n'est pas seulement gagner. Le courage, c'est redevenir propre quand personne n'applaudit. Et si cette histoire t'a touché, reste avec nous, abonne-toi. Ici, on raconte des histoires vraies pour aider quelqu'un à tenir debout, même quand la route est dure.